Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre télévision 100% ardéchoise, c'est TV07, où nous sommes aujourd'hui, on est quasiment au nord-est d'Annonay, nous sommes dans le nord du département et nous sommes dans un lieu absolument magistral et magique. Nous allons aller aujourd'hui à la rencontre des animaux du safari de Peaugres. Alors, suivez-nous pour une journée assez extraordinaire. C'est une journée signée Guillaume Sartre à la réalisation, Rémi Vaux et Nathalie Liozon au son. En tout cas, nous sommes évidemment très heureux de vous retrouver. Donc suivez-nous, c'est parti pour la journée. Voilà, nous sommes avec Cécile Dubois qui est directrice adjointe du Safari de Peaugres, également responsable zoologique. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Parlez-nous un petit peu du Safari de Peaugres, donc, qui se trouve à nord-est d'Annonay, c'est ça? C'est ça, on est dans la pointe nord du département de l'Ardèche, donc on est vraiment limitrophe avec les autres départements. Et c'est un parc qui a été créé en 1974. Et qui a toujours eu la même forme qu'actuellement, c'est-à-dire qu'il y a une partie à visiter en véhicule, donc voiture, camping-car, on a même les autocars qui peuvent rentrer dedans, et une partie plus traditionnelle à visiter à pied dans laquelle nous sommes actuellement. Alors nous sommes sur un lieu de combien d'hectares ici au Safari de Peaugres? Alors au total il y a 80 hectares, à peu près coupé moitié-moitié, moitié parc voiture, moitié parc à pied. Et ça totalise 80 hectares. Alors au niveau des animaux, puisqu'on est dans un parc animalier, un safari, combien d'animaux vivent aujourd'hui sur cette terre? On a plus de 1200 animaux vertébrés, donc on ne compte pas tous les insectes, parce que là, ça ferait beaucoup plus. Et on a à peu près 130 espèces différentes. En encadrement, ça représente combien de personnes qui travaillent ici à l'année, les soigneurs? Alors au quotidien, on a 10 soigneurs qui ont vraiment un poste de soigneur animalier chaque jour, été comme hiver. Et l'été, on a en plus un soigneur qui fait la patrouille de sécurité dans la partie safari, parce que comme les visiteurs sont dans leur véhicule, il faut assurer la sécurité, voir si tout se passe bien. Et un autre soigneur qui fait les commentaires des goûters, parce que l'été, on fait beaucoup de goûters en public, de goûters d'animaux. On fait l'entraînement des otaries, donc on détache un soigneur qui va faire que ça dans sa journée, qui va faire tous les commentaires. En termes d'affluence, chaque année, c'est combien de personnes qui viennent visiter ce lieu? On a un peu plus de 300 000 visiteurs sur 9 mois d'ouverture, parce qu'on est fermé en plein hiver. Et nous, la saison redémarre à peu près à Pâques. Enfin, on ouvre en février, mais la haute saison recommence aux environs de Pâques et jusqu'à fin août. Et après, ça commence petit à petit à rediminuer. Mais on a des belles journées encore en septembre. C'est très agréable de venir les week-ends de septembre ou même en semaine, pour ceux qui peuvent. On a vraiment des super journées. Également des zones d'immersion? Il y a des enclos d'immersion où on peut rentrer dans l'enclos avec les animaux. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de les voir sans aucune barrière et puis de faire de jolies photos. Donc on a la volière des perroquets, la volière des haras. On a l'enclos des lémuriens. On a l'enclos d'Australie. Donc on avait déjà des wallabies en immersion, mais on a changé l'enclos. Et on a ajouté en plus une volière avec plein de petites perruches. Et on a l'enclos d'Amérique du Sud aussi, qu'on est en train de terminer, avec des maras, des capybaras, des alpagas, qui sont aussi dans un espace d'immersion. Vous avez également des espaces protégés. Quand la météo n'est pas très bonne, on peut également visiter parce tout en se protégeant. On a construit deux serres ces dernières années, donc ça c'est bien pratique quand il y a un orage, effectivement. On a la serre aux mille cachettes, qui est la serre des reptiles, et la serre des minus, qui est la serre des petits primates sud-américains. C'est pour ça qu'on a appelé ça minus, parce que c'est les ouistiti qui sont là-bas. Et ça permet de s'abriter. Et on a aussi le souterrain du manoir, qui est derrière nous, avec les chauves-souris, les rats et les blattes aussi. Mais ça permet aussi de s'abriter
quand il y a un petit orage. Alors vous parliez de naissance cette année, c'est un peu le baby boom ici. Oui, là on a sur les différents on a médias. eu plusieurs naissances, dont une nouvelle portée de petits guépards. C'est ça, on les a vus ce matin. On est un des 10 parcs européens à reproduire régulièrement les guépards, parce que c'est une espèce qui est très difficile à reproduire. Ce qui n'est pas le cas d'autres félins, par exemple les tigres et les lions, ça se reproduit beaucoup plus facilement. Et on a eu un petit rhinocéros il y a une quinzaine de jours. Malabar, voilà, Malabar, parce qu'il est costaud quand même, donc on lui a donné un nom de circonstance. Et ça, on est très content aussi, parce que les rhinocéros sont eux aussi en grand danger de disparition, parce qu'ils sont énormément braconnés pour leurs cornes. Il y a eu l'an dernier encore plus de 1200 rhinocéros tués en Afrique du Sud. Et à ce rythme-là, si on n'arrive pas à enrayer le braconnage, dans 20-25 ans, il n'y aura plus de rhinocéros sauvages. Donc, alors justement, vous faites partie d'un programme européen, on en parlait, de différents programmes européens, qui est destiné à justement sauvegarder certaines espèces. Voilà, les programmes européens d'élevage sont gérés donc par une personne qui travaille dans un parc en Europe, quel que soit le pays. Et son travail est de... En fait, il se transforme un peu en agence matrimoniale. Donc, il va regarder tout le studbook des animaux, parce que tous les animaux sont recensés. On sait qui sont les parents, les grands-parents. Enfin, on peut remonter jusqu'aux ancêtres qui avaient été capturés il y a peut-être 50 ans, quoi. Et ça va nous permettre de faire des arbres généalogiques et de savoir quel mâle on peut faire reproduire avec quelle femelle, pour éviter de faire reproduire ensemble des frères et sœurs, des cousins. Voilà. On évite toute consanguinité. On évite la consanguinité. Donc, c'est pour ça que ça nécessite de faire des transferts dans d'autres parcs. Parce qu'on ne peut pas garder, par exemple, la petite femelle girafe qui est née l'an dernier ici, on ne pourra pas la garder avec son père pour pas qu'elle se reproduise avec. Donc, on l'enverra probablement ailleurs quand elle sera grande. Là, elle est encore petite. Donc, on fait beaucoup de transferts avec l'Europe entière pour éviter la consanguinité. Et donc, ces transferts sous forme de dons. Hein, on ne vend pas les animaux, on ne les achète pas. On les donne au bénéfice de leur pool génétique, en fait, pour pouvoir les préserver dans les meilleures conditions possibles au niveau génétique. Et ici, ce parc a on va dire une spécialisation. On parlait tout à l'heure des guépards. Je crois que plus de 1000 guépards sont nés ici. Non, pas 1000, 100. Ouais. C'est un peu guépards c'est sont... l'Ardèche du Sud, c'est une tendance un peu l'extrapolation. C'en est ici, et c'est pas franchement, le guépard, c'est pas évident, parce qu'il y a une notion de choix de partenaire chez la femelle. Donc si tous les mâles qu'on lui présente ne lui plaisent pas, elle fera rien avec. À la limite, elle va lui mettre des coups de patte. Comme chez les femmes. C'est exactement la même chose. Le guépard et la femme sont pareils. Voilà. Alors que chez les lions, en général, vous mettez un mâle et une femelle ensemble, sauf problème de santé d'un des deux animaux. Normalement, vous aurez des lionceaux après. Donc il faut vraiment faire beaucoup d'échanges avec des parcs. On travaille avec d'autres parcs. On travaille, nous, par exemple, beaucoup avec le zoo de Montpellier, parce que c'est à 2h30 de route, donc c'est pratique. On travaille avec le parc des félins en Seine-et-Marne aussi. Et puis on travaille avec d'autres zoos en Europe. Et on fait des échanges. Alors de temps en temps, on prête un animal pendant quelques mois pour qu'il se reproduise. Et après, il repart. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des naissances. Et c'est un gros travail, parce qu'il faut observer tous les jours le comportement des animaux. Et c'est en fonction du comportement du jour qu'on va déterminer si le lendemain, on essaie de changer de mâle ou si on les laisse ensemble encore. En tout cas, ça a l'air de plutôt bien fonctionner ici. Ça fonctionne bien, parce que la première naissance avait eu lieu en 1995. Et depuis, c'est vrai qu'on a... Quasiment chaque année, on a des portées de justement, guépards. les guépards là, qu'on a vus et que les gens pourront venir voir cet été ou dès aujourd'hui, ces 3 petits guépards vont être écartés de leur mère à l'âge de à 18 mois. En fait, c'est à l'âge où la mère, dans la nature, les chasserait. Et donc là, on va les séparer de la mère, et ils partiront. Soit ils partiront dans d'autres parcs, soit on en gardera ici, mais à condition de, bien sûr, pas les faire reproduire avec leur famille. Quelle est la particularité du safari de Peaugres par rapport à d'autres parcs animaliers? Est-ce que vous avez quelque chose que d'autres n'ont pas? Mais nous, on a l'espace. L'espace. Que beaucoup de parcs, en particulier les parcs de ville, n'ont pas. Nous, on a quand même la chance d'avoir 80 hectares. On a la végétation naturelle. C'est pour ça que, vous voyez, si on regarde derrière nous, c'est de la végétation... voilà, c'est essentiellement de la végétation naturelle d'Ardèche. De temps en temps, il y a quelques buissons qu'on plante pour faire de l'ornement, mais on n'est pas un jardin botanique. On préfère garder la nature. C'est pour ça aussi qu'on ne coupe pas forcément les orties.
Et on a même fait des panneaux pour expliquer pourquoi on ne coupe pas les orties, parce que ce sont des plantes qui attirent beaucoup les insectes, une entre biodiversité autres. Voilà. importante. Donc c'est pas parce qu'on se pique les doigts dessus qu'il faut forcément les couper. Alors on les coupe bien sûr aux endroits autour des allées, mais dans les enclos des animaux, on laisse les orties. Il y a une question qui me vient, c'est le côté alimentaire. Combien de centaines de tonnes? Alors ça, je connais pas les chiffres Oui. par cœur, mais ça fait beaucoup, Ouais. surtout en foin, parce qu'on a beaucoup d'herbivores. Alors vous travaillez ici avec la production locale? Alors vous oui, travaillez... le foin c'est uniquement du local, c'est tous les villages alentours, les agriculteurs Ouais. qui nous livrent des remorques de foin, donc selon leur production à eux, Évidemment. donc on a plusieurs producteurs. Pour tout ce qui est viande et poissons, on achète en grosse quantité congelée, sauf la viande des guépards, parce que les guépards ont un système digestif fragile. Donc ils ne mangent que du frais. Ouais, on peut pas leur donner de la viande qui a été congelée, donc là on se fournit il y a un boucher dans un village à côté. On a un volailler à Peaugres, donc on va se fournir chez lui, et donc on donne que de la viande qui n'a jamais été congelée, sinon après ils sont malades. Et puis tout ce qui est fruits et légumes, c'est pareil, c'est les producteurs locaux. Donc on a beaucoup de pommes, de poires, de pêches, de fruits vraiment locaux. Ouais. Et quand on a besoin de fruits exotiques comme les bananes, parce qu'il faut acheter quand même quelques bananes pour les singes, même si on ne nourrit pas qu'aux bananes. Vous en avez quelques-unes d'ailleurs dans la serre, j'ai vu ce matin. Oui. Ouais. Oui, parce qu'on a planté un bananier Voilà. et il commence à être joli. Ouais. Il est joli en fleurs en plus. En plus, elles sont super bonnes. Parce que... En plus, c'est vous qui les avez mangées en fait. Celles des singes, elles sont pas encore mûres. Mais il y a aussi un bananier dans la serre des serpents. Ouais. Donc là, les serpents, les bananes, ça les intéressera pas. Et quand on les cueille et qu'on les mange, nous, elles sont vraiment super bonnes. Donc tous les jours des animations? Oui, il y en a tous les jours. Il y en a plus en été et les week-ends du printemps. Mais il y en a tous les jours, oui. Très bien. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça donne envie de venir. Ça, c'est le parc est magnifique. Donc, on va nous continuer notre balade. On va remercier Cécile de toutes ces explications qui, j'espère, vous donneront envie de venir ici même au Safari de Peaugres où nous allons donc continuer notre visite. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà, nous sommes à présent avec Guillaume, soigneur animalier au Safari de Peaugres. Je vous remercie d'une part d'accepter cette interview. Donc ici, on est dans quel lieu? Alors ici, on est à la serre aux 1000 cachettes. C'est l'endroit où il y a tous les reptiles, donc le vivarium en quelque sorte. Et donc on a plusieurs espèces, des serpents, des varans, des tortues, on peut y trouver pas mal de choses. Des amphibiens aussi, on a des petites dendrobates, on a tout ce qui va avec, l'élevage. Et puis voilà, à peu près c'est ça, quoi. Alors votre métier consiste en quoi? Alors je suis soigneur animalier, du coup ça consiste déjà à surveiller la bonne santé des animaux, contrôler que tout va bien, tous les jours faire le tour de tous les animaux, être sûr qu'ils soient là. Après c'est principalement ça, voilà, les nourrissages, le nettoyage, beaucoup de nettoyage, mais c'est juste ça. Alors parlons un petit peu du nourrissage. Les serpents, ça se nourrit de quoi? De petits vertébrés, de souris, des poussins vivants? Vous faites quoi? Des souris? Ouais, alors nous, le plus simple, c'est de faire tout ce qui est souris, rats, donc on a notre propre élevage aussi. Après, on pourrait leur donner d'autres choses pour varier, c'est bien, du petit poussin, on peut nourrir avec plusieurs choses différentes, mais le plus simple, c'est quand même la souris et le rat qu'on élève sur place. Alors en moyenne, un serpent, ça mange combien? Ça mange tous les jours? C'est à quelle fréquence? Ça dépend des serpents? Ouais, on va dire que ça dépend des serpents en fait. Tout ce qui est couleuvre, les petites couleuvres, ça mange une fois par semaine. Après, un peu plus gros, ça va être tous les 10 jours, 10-15 jours. Et après, les gros, nous ici, on est en pleine saison quand ils sont en plein nourrissage, toutes les 3 semaines, voire des fois un mois. Après, ça dépend. L'hiver, les températures sont plus fraîches, du coup, ils rentrent un peu en hibernation. Donc là, on stoppe carrément les nourrissages. Mais principalement, après, tous les jours, j'ai un petit peu des nourrissages à faire dans l'ensemble. Ouais. Alors comment devient-on soigneur animalier et qui plus est, on est souvent un peu dans la phobie des serpents, des reptiles. Vous adorez déjà depuis que vous êtes tout petit? C'est ça, ouais. En fait, pour moi, c'est plus une passion depuis petit. J'en ai toujours eu chez moi, pratiquement des reptiles aussi. Et après, on le devient. Il y a des écoles aussi pour devenir soigneur. Après, moi, je suis passé juste par une école, en fait, en quelque sorte, par correspondance.
Mais ça a été surtout sur le terrain et après chez des amis aussi qui avaient du reptile et ouais, de la passion principalement. Après je me suis renseigné par moi-même et puis c'est venu comme ça. Quand on commence à s'y intéresser en fait, ça peut aller très vite à apprendre et on évolue assez vite aussi à comprendre comment ça marche les reptiles et c'est vrai que c'est très intéressant quoi. Mais il y en a plein qui en ont peur mais alors que c'est vraiment pas méchant, c'est plus on va dire une phobie que les gens ils ont parce que c'est transmis par les parents. Dans les dessins animés, le serpent c'est toujours le méchant, dans plein de choses c'est comme ça et on reste sur l'idée qu'un serpent c'est méchant, ça attaque alors que pas du tout, si on l'embête pas ça reste vraiment un animal très, très cool et faut pas en avoir peur. Donc vous êtes Clément et vous êtes donc soigneur animalier, spécialisé sur les fauves? Alors spécialisé non, pas forcément que sur les fauves. Nous ici on a la chance de pouvoir travailler, moi-même j'ai la chance de pouvoir travailler sur plusieurs secteurs. Donc j'ai les fauves notamment, donc aujourd'hui, demain je peux être ailleurs, voilà, je peux être sur les otaries, sur les éléphants, sur les rhinocéros, donc aussi au niveau du parc voiture, voilà. Donc ça moi c'est ce qui me plaît, voilà, d'avoir de la diversité et de connaître comme ça pas mal d'espèces et de voir un petit peu les évolutions, les naissances, bon les décès aussi forcément, ça fait partie de la vie. Mais voilà, on voit un petit peu d'évolution en fonction aussi des années, en fonction des saisons, voilà, l'été, l'hiver, voilà. Et on fait des petites animations comme ça pour montrer un petit peu aux gens, eh bien voilà, les animaux d'un petit peu plus près, notamment au niveau du tunnel. Je pense que le tunnel de verre est vraiment adéquat pour ça. Et puis de parler un petit peu des menaces aussi qui peuvent peser sur certaines espèces, puisque il y en a beaucoup malheureusement qui sont menacées essentiellement par l'homme. Donc voilà. Vous parliez justement des traditions asiatiques et par rapport au tigre notamment. Par rapport au tigre notamment, malheureusement cette médecine un petit peu particulière qu'on appelle médecine, mais justement qui n'en est pas vraiment une. Mais voilà, on en fait soi-disant des mets particuliers, je dirais presque des potions magiques, voilà. Donc malheureusement les tigres sont un peu massacrés à cause de superstitions et de mœurs qui sont dures à faire changer, à faire évoluer. Vous avez donc un rôle aussi de sensibilisation pour les plus jeunes, puisqu'on voit pas mal d'écoles depuis ce matin qui sont présents. On essaye, voilà, on essaye. Alors pour les enfants c'est compliqué, c'est vrai que c'est peut-être des animations un petit peu trop complexes pour eux, puisque c'est vrai que les menaces, tout ça, bon peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est vrai que voilà, il faut commencer vraiment tout petit, je pense, j'en parlais avec les loups un petit peu, voilà, toutes les histoires qu'on entend même encore à l'école, le petit chaperon rouge, les trois petits cochons, on prend vraiment, le loup prend vraiment mauvaise réputation, et du coup l'enfant grandit comme ça en ayant peur du loup alors qu'il n'est pas du tout dangereux à ce point-là. On peut même rentrer avec eux nous dans l'enclos, donc c'est dire que c'est pas un animal dangereux, alors qu'on ne pourra pas rentrer avec un tigre ou un lion dans l'enclos. Voilà. Sinon là c'est sûr, je pense qu'on se fait manger. Ici vous avez combien de loups? Alors de loups en tout on en a 4, on a 2 meutes en fait, voilà. On a on va dire une meute assez jeune avec 2 nouveaux loups, on veut recréer en fait une nouvelle meute de loups. Et donc les 2 plus vieux qui sont derrière nous, eux on sait que voilà, ils ont une quinzaine d'années, donc c'est presque l'espérance de vie maximale, même en captivité, malgré les soins, etc., la nourriture qui leur sont apportée tous les jours. Donc voilà, on a voulu recréer notre meute de loup, on est obligé de les séparer, voilà, pour recréer cette autre meute de loup. Vous parliez ils sont trop familles. Oui, ils sont très familles, voilà, ils sont très familles les loups. Enfin, en général, ils vivent en meute, en hiérarchie de meute, avec, on retrouve quand même souvent un couple alpha, donc c'est eux qui vont donner naissance à des petits, et les petits restent avec les parents. Et donc en général, voilà, aucun autre individu ne peut normalement intégrer cette meute une fois qu'elle est construite. Ça peut évoluer un petit peu au niveau de la hiérarchie. Certains loups peuvent partir aussi pour aller s'émanciper entre guillemets et créer une nouvelle meute plus loin. Mais c'est vrai qu'ils sont très familles, voilà. Et les tigres, vous n'entrez jamais dans un enclos? Non, ah non, jamais. Ah non, on me pose souvent la question, mais non. Alors les enfants, ça les fait rigoler, mais moi je rigolerais moins, je pense. Non, jamais avec on est une proie très facile pour eux. Trop facile même, trop facile. Si vous voyez la dentition un peu du tigre, les griffes, voilà, je pense d'un seul coup de patte, ils nous font voler la tête. Donc voilà, nous on court pas très vite non plus, donc même si le tigre peut peser jusqu'à 300 kg, un mâle adulte, nous, voilà, je sais pas la vitesse de pointe de l'homme au niveau de la course, mais voilà, on se fera largement distancer. Et une fois qu'il nous attrape, voilà, on est des proies très faciles malheureusement nous. Au niveau des poids du poids des tigres. Ça va donc jusqu'à 300 kg. Ici, vous arrivez à les peser, vous les contrôlez? Alors non, on ne peut pas vraiment les peser. C'est-à-dire que pour le peser, en fait, il faudrait soit qu'on l'endorme. Donc on ne va pas non plus l'endormir tous les jours, c'est pas le but. On le fait de visuel, voilà, de visuel. Si l'animal on voit qu'il est un peu trop bien portant, on va diminuer un petit peu les rations. Puisque là, ils chassent pas, donc ils se dépensent moins forcément que dans la nature. Donc ils vont pas manger. Dans la nature, en fait, un tigre adulte peut manger environ 50 kg de viande en un seul repas. Nous, forcément, qu'ici, on va pas leur donner 50 kg en un seul repas, sinon... Ils font la sieste toute la journée, même les visiteurs, je pense, ne les verraient pas. Donc voilà, on regarde juste le poids comme ça, on ne peut pas vraiment les peser, on n'a pas de balance en fait pour les faire passer. On pourrait peut-être faire de l'entraînement médical, avec d'autres espèces on le fait,
Malgré ça, les carnivores sont quand même assez compliqués avec ça, mais on pourrait peut-être essayer de le faire. Mais bon, dans ces cas-là, il faudrait du matériel, il faudrait pouvoir les faire passer dans une balance, à une cage, pouvoir les faire passer comme ça, et nous qu'on soit en toute sécurité, hein, derrière des barreaux, hein, voilà. On voyait les loups manger des pommes. C'est quelque chose d'assez découverte, intéressante. Par rapport au tigre, lui, il ne mange absolument pas de fruits. Non, on a essayé, ça marche pas. Non, même les lions, ça marche pas. Non, le loup en fait, voilà, c'est un carnivore, certes, il mange de la viande, il préfère manger de la viande, mais s'il n'a pas le choix dans la nature, il va se rabattre sur tout ce qu'il va trouver. Donc ça peut être baies, racines, tubercules, voilà, sur du poisson, il peut pêcher à l'occasion. Et donc nous ici, bon, on va leur donner quelquefois du poisson, voilà, et puis voilà, des pommes, par exemple, c'est ce qu'on a, voilà, le plus facilement. Hein, voilà, ici on trouve ça assez facilement, donc on peut leur donner ce genre de choses là. Alors quelquefois ils mangent les petits bouts de viande, je sais pas si vous avez vu en premier, et puis après ils mangent les pommes en second, hein. Mais voilà, c'est parce qu'ils ont le choix encore une fois, mais voilà. Donc ça c'est les jours de jeûne. On leur recrée en fait 1 à 2 jours de jeûne par semaine en général pour tous les carnivores, pour recréer le même système que dans la nature, où ils n'arrivent pas à s'alimenter correctement, on va dire, tous les jours. Voilà, nous sommes avec Émilie, Denis et puis le petit Gabriel qui a 4 ans, qui sont venus aujourd'hui au Safari de Pogre. Alors vous êtes venus pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui? Avant tout, c'était faire découvrir des animaux à notre petit garçon et puis le sensibiliser éventuellement à la cause animale et au développement durable. Très bien. Donc est-ce que tu avais école aujourd'hui, Gabriel? Ben oui. Oui, et ta maîtresse, elle n'était pas là? Oui. Parce Alors- elle travaillait pas. Elle travaillait pas. Alors qu'est-ce que tu as vu toi comme animaux? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu avais envie de voir aujourd'hui comme animaux? Ben, des singes, des lions, Alors tu habites où? Tu es un Ardéchois? à Montbrison. À Montbrison, mais c'est dans la Loire, c'est ça. Donc vous venez, vous avez fait quelques kilomètres. Oui, voilà. Bon, c'est parfait. Donc vous restez la journée? On reste la journée et puis on va ensuite continuer avec le tour en voiture qu'on a gardé pour la fin une fois que les jambes seraient un petit peu plus lasses. Bon, tu veux faire un coucou à la caméra là? Tu dis au revoir à tout le monde?